Le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit qui court. Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version campus du bruit qui court, des étudiantes françaises et étrangères de l'université Clermont-Auvergne se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Angola pour ce nouvel épisode. Camille interviewe Delmira qui nous parle de sa vie, de son pays et de la situation des femmes angolaises. Salut Delmira. Salut Camille. Est-ce que tu peux te présenter un peu s'il te plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Delmira, je suis angolaise, je suis ici en France depuis 2020. Je suis aussi une étudiante étrangère en Santa Flora. Pour le moment, j'apprends la langue française pour après poursuivre mes études professionnelles en gestion et administration. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais rien du tout la langue française. Au début, c'était trop difficile et quand tu sors, tu ne comprends pas du tout. Mais maintenant, je comprends un peu, ça va. J'ai choisi venir ici à Clermont-Ferrand parce que c'est une ville idéale pour les étudiantes. Et c'est une ville très touristique. Et c'est très agréable, une ville calme, pas beaucoup de mouvements et j'adore la tranquillité. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je vais présenter un peu ton pays. Du coup, l'Angola est un pays situé dans le sud-ouest de l'Afrique. Il est entouré par le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie et par l'océan Atlantique à l'est. L'Angola est une ancienne colonie portugaise dont l'indépendance a été proclamée le 11 novembre 1975. Le pays a enfin retrouvé la paix en avril 2002, après 13 ans de guerre d'indépendance et de 27 ans de guerre civile. L'histoire coloniale a donc marqué le pays. Au début du 19e siècle, l'Angola reste le principal centre portugais de la traite des esclaves. Au fil des années, la colonisation portugaise s'intensifie sans pour autant contrôler l'intégralité du territoire. En effet, au début du XXe siècle, moins de 10 000 Portugais résident dans cette vaste étendue, dont ils ne contrôlent que la région côtière. Les efforts du général Norton de Matos, personnage central de la politique coloniale de la Première République portugaise, pour attirer des colons blancs se soldent par un échec. Puis, la dictature militaire au Portugal se met en place à partir de 1926. Et le régime salazariste confirme le contrôle strict de l'Angola au profit du Portugal. À partir des années 1950, l'Angola devient une colonie de peuplement et le statut de l'indigénat, instauré en 1926, maintient la plupart des habitants noirs sans droit politique ni citoyenneté portugaise. Ce régime discriminatoire est aboli en septembre 1961 et la guerre coloniale en Angola débute. Pendant 13 ans, les autorités portugaises maintiennent un contrôle militaire et aucune solution politique autre que le maintien du système colonial n'est proposée. La révolution des œillets au Portugal en avril 1974 débloque la situation en engageant des négociations avec les divers mouvements nationalistes. Dès 1975, l'Angola plonge dans une guerre civile entre les mouvements nationalistes manipulés par les grandes puissances dans le contexte de la guerre froide. L'indépendance est finalement proclamée en 1975, mais il faudra attendre 2002 pour que les 27 ans de guerre civile cessent enfin. En ruine, l'Angola est à reconstruire. Les autorités angolaises lancent un vaste programme de reconstruction des infrastructures, routes, ponts, aéroports, chemins de fer, qui seront essentiellement réalisés par la Chine.
La croissance économique, essentiellement portée par les exportations de pétrole, connaît un véritable essor et fait de l'Angola la troisième économie d'Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Aujourd'hui, la population totale de l'Angola est de 36 millions d'habitants, dont 18 sont des femmes et a une superficie d'environ 1 246 700 km². Le pays abrite plusieurs villes importantes. Parmi elles, on retrouve Luanda, la capitale et la plus grande ville du pays. Le pays est multilingue. La langue officielle est le portugais, héritage de la colonisation portugaise. En plus du portugais, diverses langues bantoues sont également parlées. Cette diversité linguistique reflète la richesse culturelle et ethnique de la population angolaise. En Angola, la religion occupe une place importante dans la vie et la culture de ses habitants. La majorité de la population pratique le christianisme. Il existe également des pratiques religieuses traditionnelles qui sont encore observées dans certaines communautés. La géographie du pays comprend une variété de paysages. Il possède une longue côte atlantique et est principalement composé de plateaux et de montagnes. Le climat varie d'une région à l'autre et présente une variété de végétation comme des forêts tropicales, des savanes qui abritent des animaux emblématiques, tels que des éléphants, des félins, des antilopes et des gazelles. En termes politiques, le mouvement populaire de libération de l'Angola est le pari au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, et son leader est João Lourenço, qui est président depuis 2017. La place de vice-présidente est occupée par Esperanza da Costa depuis 2021. Elle est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'Angola. Elle est militante de longue date pour les droits des femmes et a occupé plusieurs postes gouvernementaux avant d'être nommée vice-présidente. Virginia Lacerda Cartim, doyenne de l'université José Eduardo dos Santos de Huambo, est la seule femme du pays à diriger une université. Leur nomination marque une étape importante dans la promotion des égalités des genres et de la participation des femmes à des postes de haut niveau. L'ambassadeur Francisco José da Cruz, représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, a déclaré que les femmes occupaient environ 40% des postes à responsabilité au sein du gouvernement. Cependant, en temps de crise, qu'il s'agisse de conflits ou de catastrophes naturelles, ou bien aussi de situations économiques difficiles, les femmes sont plus exposées que les hommes. Le réchauffement climatique, notamment, expose les femmes en milieu rural à des violences, puisqu'elles sont envoyées chargées de la tâche ardue d'aller chercher de l'eau à pied, loin de chez elles. Elles rentrent tard et c'est souvent lors de ces déplacements que ces femmes, la plupart mineures, sont victimes d'agressions sexuelles. L'ONU estime que les femmes constituent jusqu'à 80% des bataillons des déplacés par le réchauffement climatique. Les ONG, opérant dans la province de Huila, ont recensé plusieurs cas de femmes ou de jeunes filles contraintes à des relations sexuelles en échange d'argent ou de nourriture. En Angola, la législation sur l'avortement est très restrictive. C'est un acte considéré comme un crime, d'après le code pénal antique, hérité de la colonisation portugaise, qui fait de l'avortement un délit puni de peine de prison ferme, sauf en cas de danger pour la vie de la femme enceinte, de viol ou d'inceste. En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, les femmes sont majoritairement victimes de VIH. 2% de la population adulte est infectée, et le taux d'infection des femmes est 3 fois plus élevé que celui des hommes. Des programmes visant à renforcer l'éducation sexuelle sont mis en place afin de contrer cela. Le féminisme en Angola est un mouvement en pleine évolution qui a gagné en visibilité et influence, notamment grâce à l'action de groupes de défense des droits des femmes. C'est le cas de Ondjango Feminista, créé en 2016, qui joue un rôle crucial dans la promotion du féminisme et de l'égalité des sexes en Angola. Ce mouvement vise à sensibiliser, mobiliser et autonomiser les femmes à travers des campagnes de sensibilisation, des ateliers et des manifestations. Il n'existe à ce jour pas de données spécifiques sur les violences conjugales en Angola. Cependant, il est reconnu que c'est un problème sérieux et répandu dans le pays. Le bruit qui court. Campus. Du coup, est-ce que tu penses que la description que j'ai faite de l'Angola correspond à ce que tu connais ? Oui, tout à fait ça. En fait, dans notre pays, la majorité des femmes souffrent de violences sexuelles pendant qu'elles font un type de service. Par exemple, comme vous avez dit, la majorité sont des adolescentes qui sont allées pour prendre de l'eau parce qu'on a la frontière, c'est un peu loin, ou
on habite. Et on n'a pas de moyens pour aller prendre de taxi, donc la majorité sont obligés d'aller tout seul et à pied. Et aussi, elle a des forêts, donc on doit traverser les forêts pour pouvoir prendre de l'eau. Et c'est pendant là que les gens se cachent derrière les arbres et tu prends tes mineurs, la majeure part sont des personnes âgées qui font ça. Donc, tes mineurs, tu as le risque d'être violent, d'avoir l'abus sexuel pas désiré. Oui, donc c'est vraiment courant. Oui, c'est courant. D'accord. Et est-ce que, du coup, quand tu es arrivé en France, tu as observé des choses qui t'ont choqué? Enfin, quelle est la première chose que tu as remarquée qui est différente de la situation des femmes françaises et des femmes angolaises? La chose que j'ai regardée, c'est qu'ici, la France, il a donné plus de droits à femmes que les hommes. Et dans mon pays, c'est totalement contraire. La plupart, ce sont les hommes qui ont plus droits que les femmes. Ici, je vois que les femmes aussi ont le droit de travailler, le droit d'être indépendantes. Et dans mon pays, c'est l'homme qui doit travailler et la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et si une femme elle décide d'aller travailler sans la permission de son mari, quand elle rentre à la maison, il va avoir conséquences comme agression physique, agression verbale, tout ça. Et voilà, c'est une chose que j'ai trouvée ici en France très importante et très différente. Ici, j'ai pas peur de sortir tout seul. Mais dans le pays, j'avais peur parce que quand tu sors, tu vois quelqu'un qui t'accompagne derrière. Et tu n'as pas la sécurité qu'on on est ici en France. Et c'est la plus de sécurité. Mais maintenant, si tu sors, tu vas trouver un policier. Tu vas penser que le policier va t'aider, mais le contraire, le policier aussi peut te faire du mal. Ici, c'est rarement trouver un policier qui va te faire du mal. La plupart, c'est pour te défendre à quelqu'un qui voulait t'agresser. Et je pense que c'est la plus de sécurité que dans mon pays. Du coup, notre thème choisi, c'est celui des violences conjugales. Donc, en France, les violences conjugales englobent diverses formes d'abus, allant de la violence physique à la violence psychologique, économique et sexuelle. Malgré les efforts constants en matière de sensibilisation, de prévention et de répression, les statistiques récentes pointent vers une augmentation significative de ces incidents, soulignant un problème persistant au sein de la société française. Une femme est tuée tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. En 2023, 94 féminicides ont été commis en France. Au 2 février 2024, on dénombrait 14 féminicides depuis le début de l'année. Au fil des années, grâce à des actions des associations féministes, le gouvernement français a tenté de mettre en place des ressources afin d'aider les victimes, notamment en renforçant les lois et en mettant en place des dispositifs de protection et de soutien aux victimes, ou encore avec la mise en place de lignes téléphoniques d'urgence, telles que le 3919 pour obtenir de l'aide. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 321 000 femmes. Parmi ces femmes victimes, 15% déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences. Cependant, le classement sans suite ou le refus d'enregistrement des plaintes pour violences conjugales sont des problèmes fréquents. En effet, dans un rapport de 2020, 75% de femmes tuées par leurs compagnons avaient déposé une plainte antérieure. Les raisons de cette situation sont multiples et complexes, mais les principales sont le manque de ressources consacrées à la lutte contre les violences domestiques, l'absence de formation, les préjugés face aux victimes, des faits qui n'ont pas pu être établis de façon probante suffisante. Du coup, est-ce que tu vois un peu des similarités avec ton pays ? Oui, c'est un peu pareil. Dans mon pays, la plupart sont des femmes de l'âge de 15 ans à 35 ans. Ils passent d'une violence et harcèlement ou agression sexuelle non désirée.
Par exemple, ils sont forcés à se marier avec une personne plus âgée qu'elles. Et aussi, elle est forcée par rapport des violences sexuelles non assurées. Ils sont et pour avoir des grossesses, mais ne peut pas tirer la grossesse parce que si la femme décide de tirer sans permission de ce copain, elle peut être tuée aussi. La femme aussi ils sont obligés d'avoir un mariage précoce à l'âge de 15 14 ans. Et aussi, ils sont aussi obligés d'avoir mutilation génitale. Et aussi, la femme peut passer aussi le trafic humain et aussi l'esclavage, pardon, et aussi l'exploitation sexuelle. Par exemple, cette année 2023, les femmes qui sont été victimes sexuelles, la totalité c'était 244,301 victimes et la majorité sont des femmes de 15 à 35. Et la violence conjugale en 2022, c'était 66% des femmes victimes. Donc, c'est trop nombreuses. Et cette année, on n'a pas encore le chiffre total. Et est-ce qu'il y a des ressources pour aider ces femmes qui sont victimes de violences? Oui, il y a des associations qui aident des femmes qui sont victimes de violences conjugales sexuelles. Par exemple, l'association qui s'appelle OMA, c'est une association qui a été créée pour aider les femmes qui passent dans cette procédure pour avoir la protection contre ses parents. Et c'est une association qui aide plusieurs femmes et aussi avec ses enfants. Et cette année, elle a grandir et la majorité des femmes sont là pour soutenir un pour l'autre. Et les hommes, ils n'ont pas pouvoir rentrer dans cette association parce que c'est interdit pour les hommes. Donc, c'est un point de sécurité. Est-ce que depuis du coup que tu es en France, tu vois une différence aussi en termes de, par exemple, des sensibilisations autour des violences conjugales comparées à ton pays? Est-ce que tu trouves qu'on en parle plus, que c'est beaucoup moins tabou, ou que c'est pareil, ou au contraire on en parle plus dans ton pays? Ça aussi, j'ai regardé, j'ai noté que c'est totalement différent parce que dans notre pays, avant l'époque de mes grands-pères, ma mère, ça se parle un peu, mais maintenant, ça se parle plus. La majorité des femmes ils sont trouvés en liberté de s'exprimer devant la télé, devant les vidéos qui sont faites pour publier, pour montrer à les autres qu'est-ce qui se passe dans son propre maison. Et aussi pour donner la force des autres femmes qui n'ont pas le courage de dire, de montrer que son mari les frappe, son mari est violent avec elle. Donc, grâce à certaines femmes, ils ont donné le courage par rapport à la situation qu'elles passent. Donc, elles montrent au monde que les hommes sont violents avec elles, mais dans d'autres cas, elles ne s'en montrent pas. Donc, ici en France, je pense que les gens ne parlent pas trop. Que dans mon pays, les gens ne montrent pas des vidéos, ne montrent pas la situation, tous réel. Et c'est une chose que j'ai noté que c'est un peu différent dans mon pays parce que dans notre pays, on parle vraiment pendant l'année 2022 à 2023, c'est un sujet qui s'est très, très, très élaboré. Du coup, Delmira, est-ce que tu nous as rapporté une tradition particulière de femmes de ton pays, s'il te plaît? Oui, par exemple, dans mon pays, il y a 3 types de mariage. Le mariage civil, le mariage religieux et aussi le mariage des demandes de la main de la femme. Pour voir si le père accepte que sa fille se marie avec l'homme. Et pendant cette demande, le mari doit faire un règlement
dans le document que le père va donner à l'homme, que c'est plusieurs des demandes. Par exemple, dans cette liste, il peut avoir demande d'un bague, demande d'un animal, demande de l'argent, demande des boissons, des repas, nourriture. Et si ça manque quelque chose dans la liste que l'homme n'a pas fait, le mariage ne peut pas se réaliser. Ça veut dire qu'il ne voulait pas prendre la femme en vrai. Donc, c'est très important, cette liste. C'est la base pour pouvoir se marier dans le mariage civil et après le mariage religieux. D'accord, donc si ça va pas, eh ben, il peut pas se marier. Non, il peut payer une montre trop chère. Ah, il donne de l'argent pour pouvoir se marier? Oui, il doit payer une montre très chère, mais ça dépend de la région, parce qu'il y a des régions qui demandent pour payer un montant de l'argent, et il y a l'autre qui n'accepte pas du tout. Comme dans mon religion catholique, si l'homme ne compte pas, il ne doit pas se marier. Si l'homme ne paye pas, du coup, il non, peut si l'homme ne donne pas toutes les listes que le père a demandées, il ne va pas se marier, c'est fini le mariage. Est-ce que tu connais une personnalité qui vient bien sûr de ton pays, qui prend parole sur le féminisme? Oui, je connais une dame qui s'appelle Delina Rodrigue Francisco Almeida. Elle a l'âge de 28 ans. Elle est née en 10 février 1939 et elle est morte en 1967. Était une militante angolaise. Également, elle était écrivaine, traductrice et animatrice radio. Elle était étudiante au Brésil. Elle était correspondant avec Martin Luther King. Et elle était décédée le 2 mars à Kikuzu, République démocratique du Congo. Naturel de son décédé, c'était exécution. Elle était aussi écrivain. Elle écrit plusieurs livres. Elle était aussi une actrice. Elle a fait des films. C'était une femme très connue dans notre pays. Elle était très indépendante. Elle était aussi sportive. Et c'est une femme qui a montré qu'une femme ne peut pas à 100% dépendre de l'homme. On peut avoir notre dépendance nous-mêmes. Et on est capable de faire tout ce qu'on veut. Le bruit qui court. Campus. Eh ben, merci beaucoup, Delmira. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi sur ce sujet. Merci. Moi aussi, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci à nos 2 étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Manava,